C'est là tout, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, place à la review du scan 130 de Tokyo Ghoul. Un scan qui est dans la continuité de ce qu'on a eu précédemment. Ce scan intitulé Inutile commence par Iwayo qui s'est fait convoquer par Kishimura. Dans le scan précédent, Kishimura a convoqué le fils Takeyomi. Et dans ce scan, il convoque le père Iwayo. Comme d'hab, on retrouve le damier dans la salle du directeur du CCG. Furuta continue toujours à se cosplayer en Toka. Et on a toujours cette atmosphère pesante quand on se retrouve face à Kishimura. Le directeur du CCG annonce au père de famille que son fils a été placé en détention pour avoir attaqué un inspecteur. Il a voulu sans doute attaquer Mutsuki vu qu'elle ricanait bêtement de cette situation. Kishimura ajoute au père de famille, avec un tout petit sourire, de faire attention de quel genre de direction souhaite prendre sa famille. Apprendre qu'une femme d'un inspecteur est amie avec une goule serait un déshonneur pour le CCG. Il ne peut pas laisser passer ça. Ça fait quand même mal au cœur de voir un grand vétéran du CCG comme Iwayo dans ce genre de situation, pour la relève, pour sa famille. Et ça se voit qu'il est profondément touché par ça. Durant toute cette page, on le voit qu'une seule fois regarder Furuta d'un air inexpressif. Les autres fois, on le voit de dos. Puis nous retournons voir son fils en cellule de détention. Uri le rend visite en tant que chef des Kings. Il demande à Takeyomi de s'excuser auprès de Mutsuki. Même si au fond de lui, il sait que ce qu'a fait Takeyomi était quelque chose de justifié. Il n'est pas du genre à frapper quelqu'un sans raison. Takeyomi a enfin compris, le directeur du CCG s'attaque aussi à ses alliés. Yuriko n'est pas une bonne menteuse, contrairement à Furuta. Takeyomi se justifie en disant que le rapport de Mutsuki était falsifié. Certains inspecteurs comme Suzuya ou Uri se doutaient que Kishimura est un directeur malaisant. Ici, c'est au tour de Takeyomi qui affirme que Kishimura s'attaque aussi aux inspecteurs du CCG. Nous, on sait que Furuta n'est ni du côté de la CCG, ni du côté des ghouls. Manipuler tous ces individus l'amuse. Maintenant, quelques inspecteurs, généralement ceux qui étaient les plus proches de Sasaki, se rendent compte que Furuta les manipule. Puis nous retournons voir Kaneki, qui se trouve aussi seul dans une cellule. On apprend que la lettre qu'il a brûlée au scan précédent n'est qu'une partie du message. Kaneki a reçu quelque chose d'autre qui le préoccupe à tel point qu'il n'a pas voulu le brûler. Au chapitre précédent, on apprenait que Kaneki n'allait pas prendre part à cette affaire. Or, ici, on voit qu'il hésite à cause de ce message. Il sait que c'est un piège, mais il serait prêt à entrer dans la gueule du loup pour sauver Yuriko. Tout d'un coup, Nishiki intervient. Bon, il annonce une mauvaise nouvelle, comme quoi ils n'ont presque plus de nourriture. Kaneki lui pose une question qui n'a rien à voir et qui est très intéressante, car ça a rapport avec ce message. Il lui demande ce qu'il pense sur la direction du CCG. Nishiki lui répond cash. Ce qu'ils veulent, c'est tuer le roi. Sans le roi, l'organisation tombera. Les bras et les jambes ne savent pas bouger sans la tête. Nishiki accentue bien sur l'importance de Kaneki. Faut pas qu'il fasse des choses stupides. Il est le roi, il ne peut pas se permettre de jouer les bons samaritains. Puis Kaneki. Alors là, Kaneki fait quelque chose de bizarre que même Nishiki n'a pas compris. Il lui dit, c'est bien ce que je pensais, on va devoir les éliminer leur tête. Le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'il sourit comme Furuta. C'est très intriguant. Après quelques recherches sur des sites internet, certains affirmeraient comme quoi désormais Kaneki accepterait de tuer des humains pour survivre. Nishiki s'est parlé à Ken de manière réaliste en très peu de mots. Il réussit à le faire comprendre qu'en voulant faire le moins de dégâts possible, comme ne pas blesser l'ennemi, il met en danger toute l'organisation. Cependant, Nishiki va plus loin dans ses propos, tellement loin qu'il fait une gaffe. Kaneki est responsable de la grossesse de Toka. De ce fait, il est responsable de la création d'une nouvelle vie. Du coup, Nishiki lui demande de ne pas laisser pourrir l'enfant indéfiniment dans le souterrain. Au début, je pensais qu'il parlait de Hajime, mais en fait, non. Sans faire exprès sur tout ce qu'il vient de dire, Nishiki a fait comprendre à Kaneki qu'il aura un enfant et qu'il devra tout faire pour lui donner une meilleure vie. Tout de suite, Kaneki a compris. On voit un gros zoom sur ses yeux, qui ont toujours des énormes cernes. Et comme je l'ai déjà dit, ça, c'est mauvais signe. Ces grosses cernes me rappellent à l'époque où il mettait ses lunettes quotidiennement. Bref, Kaneki a compris ce qu'il sous-entendait Nishiki. Et ça se voit que Nishiki s'en veut d'avoir fait cette boulette. Donc du coup, on peut imaginer que Nishiki sera un peu l'oncle de l'enfant, vu qu'il est le seul à savoir que Toka est enceinte. Il est vraiment protecteur envers Toka. Suite à ça, Kaneki court voir Toka. Il court très bizarrement et ça fait rire. On sait tout de suite qu'il n'est pas doué sur ce genre de situation. C'est même un gros gaffeur. Arrivé à la cellule de Toka, il lui demande si elle va bien. Celle-ci lui retourne la question. Et c'est vrai, entre ces deux-là, c'est Kaneki qui m'inquiète le plus. Le fait qu'il soit épuisé alors qu'il a couru que quelques mètres, qu'il est plein de cernes, que ses yeux saignent. Tout ça m'inquiète chez lui. Kaneki la rassure en disant que tout va bien. Quant à Toka, elle lui rassure aussi en lui disant qu'elle a juste eu des crampes aux jambes. C'est comme si ces deux-là voulaient se rassurer mutuellement. Ah oui, entre-temps, Toka en profite que Kaneki soit là pour se détendre. Kaneki, lui, il ne comprend rien, et moi je le comprends. Bref, ce stratège, malgré la réponse de Toka, il ne lâche rien. Il est tellement persistant que Toka le vire. Juste avant de sortir, il remarque que Toka a entouré une date suite à de nombreux calculs. Le 28 décembre, plus précisément, le jour d'anniversaire de Sui Ishida.
Bien sûr, Kaneki, gros gaffeur qu'il est, il demande ce qui se passe à cette date précise. Et comme la curiosité est un vilain défaut, Toka le jette dehors mais d'une puissance et d'un non-respect total. Elle la laisse se faire griller, Kaneki est vicieux. Le fait qu'on voit Fuka, la personne qui respecte le plus Kaneki en tant que roi borgne, et que Kaneki se fait jeter par une meuf, montre bien que même le roi craint les femmes. On apprend que Toka ne veut rien dire à Kaneki pour ne pas créer plus de problèmes. Je pense que c'est une mauvaise idée de s'isoler comme ça. Elle devrait en parler. Le reste du scan 130 se concentre sur Yuriko et Toka avec Mutsuki entre les deux jeunes femmes. Au moment où Toka touche son ventre par rapport à son bébé, on passe à Yuriko qui touche son ventre parce qu'elle a faim, ce qui est paradoxal par rapport à Toka. Elle s'en veut d'être une idiote. Elle aurait dû savoir que Toka était une goule, tout le monde l'aurait deviné. Du coup, elle veut mourir juste pour ça. Quand elle dit qu'elle veut disparaître, bizarrement, elle a eu des frissons dans le dos, en repensant à Kishimura, et ça c'est marrant. Même s'il n'est pas là, Furuta réussit quand même à nous faire sourire. Mais bizarrement, on dirait qu'elle s'en fout que Toka soit une goule. C'est même le contraire. Elle s'en veut de ne pas avoir remarqué que Toka était une goule, et de l'avoir fait bouffer de la bouffe humain. Et ça, c'est une vraie amie. Elle se sent tellement idiote qu'elle veut mourir. C'est dommage qu'elle ne soit pas au courant que sa bouffe lui aide vraiment à garder le bébé de Toka en vie. Avant de passer à Toka, nous voyons les deux troubles faits, Shinsepai, Ora et Mutsuki. Après nous avoir montré comment fonctionne le CCG de Furuta pour une millième fois, en accentuant sur le fait que ceux qui protègent les ghouls seront considérés comme des ghouls, Mutsuki nous fait part de son plan. En fait, elle a choisi de s'attaquer à Yuriko et Toka pour rencontrer Kaneki. Yuriko étant la meilleure amie de Toka, Mutsuki essaie d'attirer Kaneki avec cette lettre. Elle déduit que Toka n'interviendra pas, car elle aura sans doute pas vu la lettre. Mais, parce qu'il y a un mais, si quand par le heureux des hasards, elle aurait vu la lettre et décide d'intervenir, Mutsuki ne sera pas aussi clémente la prochaine fois. Déjà qu'on a tous eu une grosse frayeur en ayant vu la fausse main de Yuriko, si ça c'est de la clémence, alors ça va être quoi la prochaine fois? Ora et Mutsuki, ces deux petits parasites qui veulent absolument tuer Kaneki, deviennent vraiment gênants. Bref, à la fin, par le heureux des hasards, Toka décide d'aller voir Kaneki pour je ne sais quelle raison, et trouve cette putain de lettre. Cette lettre qui nous intrigue depuis le début du chapitre, on a enfin son contenu. On apprend en même temps que Toka que Yuriko sera exécuté le 23 avril 2000 et quelques. C'est choquant de voir le CCG de Kishimura tuer des ghouls et des humains pour rien. Mais bon, Furuta ne fait partie d'aucun des deux camps. Ce message sera l'élément déclencheur d'une nouvelle bataille. Dans un peu plus d'une semaine, Yuriko va se faire tuer par des humains. Et à mon avis, Toka ne va pas rester les bras croisés, et ni Kaneki d'ailleurs. Malgré les nombreux rappels comme quoi il est le roi, il doit rester le plus prudent possible. Mutsuki avait affirmé qu'elle allait se débarrasser de Kaneki une bonne fois pour toutes. Et si Toka allait venir, elle ne serait pas aussi clémente que la dernière fois. Cette lettre de Mutsuki créera sans doute une grosse bataille. Avec toutes les révélations qu'on ait eues, je pense qu'un personnage important mourra. Serait-ce Kaneki où on lui rappelle plusieurs fois de ne pas être trop gentil? Cette gentillesse lui perdra. En plus, Toka avait dit qu'il allait bientôt mourir. Dans ce cas-là, on aurait la relève, son fils. Serait-ce Toka qui sera finalement tué par Mutsuki? Serait-ce Yuriko pour accentuer l'impuissance des ghouls face aux humains, de sauver un humain? Serait-ce Mutsuki et ou Ora? Ces deux personnes qui se sont mêlées des choses qui ne leur regardent pas méritent une sentence exemplaire. Serait-ce Iwayu pour la relève comme Kaneki? Ou Takeyomi qui ferait tout pour Yuriko? Très peu de personnes seront au rendez-vous. Kaneki va essayer d'y aller seul, sans dire un mot à personne. Si les ghouls de l'organisation savent que le roi va sauver une humaine, ils vont péter un câble. Toka va sans doute aussi y aller seul pour sauver sa meilleure amie. Sachant que Mutsuki leur tend un piège, Kaneki le sait, mais Toka ne le sait pas. Nous sommes plus que jamais focalisés sur l'exécution de Yuriko, alors qu'il y a quelques chapitres on nous parlait d'un deuxième roi borgne, d'une personne surpuissante intitulée Dragon, comme quoi Ishida aime bien tourner en bourrique ses lecteurs.